Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur ce webinaire organisé par Grex sur le thème de décrypter votre déclaration en douane à l'exportation. Je suis Claire Quesada, donc conseil en développement international à Grex. Cette présentation donc sera animée par Marilyn Favre d'Avisé International et Carole Grosjean nous aide pour toute conseillère entreprise, nous aide bien sûr pour toute la partie technique. Quelques petites précisions avant de débuter, avant que Marilyn ne débute sa présentation. La présentation justement vous sera envoyée à l'issue, enfin demain, après donc ce webinaire par courriel. Si, comme d'habitude, si vous souhaitez poser des questions, vous pouvez le faire au fil de l'eau dans la partie qui est sur votre droite à l'écran chatter. Nous traiterons à l'issue donc de cette présentation quelques questions. Celles auxquelles Marilyn n'aura pas eu le temps de répondre, nous vous répondrons par la suite par courriel. Je donc vais laisser Marilyn présenter sa présentation. Bonjour à tous, ravie d'être parmi vous aujourd'hui, enfin l'expression parmi vous étant subtile, mais on s'est habitué pendant cette période de toute façon à travailler à distance. Je vais vous présenter aujourd'hui la façon de décrypter votre déclaration en douane d'exportation. Donc on va se concentrer effectivement sur plusieurs objectifs. Le but à la fin de ce webinaire, c'est que vous soyez capable. Je vais couper la caméra pour que vous ayez un meilleur son. Hop. Voilà. Que vous sachiez contrôler les différentes rubriques qui composent la déclaration en douane que vous réceptionnez une fois les formalités accomplies par votre déclarant. Que vous puissiez, le cas échéant, détecter des erreurs éventuelles, demander des correctifs si nécessaire, et surtout pour que vous puissiez vérifier que le document que vous avez réceptionné vaut bien justificatif fiscal, puisqu'en fait, la déclaration en douane d'exportation vous permet, en cas de contrôle fiscal, de prouver que l'exportation a bien eu lieu et donc que votre facturation hors taxe est tout à fait justifiée. Donc, pour ce faire, vous verrez qu'il y a des éléments à bien vérifier au niveau du contrôle de votre déclaration. Donc, ce webinaire s'adresse bien entendu aux entreprises qui externalisent leur dédouanement. C'est-à-dire, vous ne dédouanez pas vous-même via les téléprocédures mises en place par la douane. Vous passez par un professionnel du dédouanement qui accomplit pour vous les déclarations et qui vous restitue, du coup, le justificatif qui prouve cette formalité d'exportation. Alors, avant de démarrer, je vais laisser Claire vous présenter un premier sondage. Alors, donc il y a un premier sondage effectivement. Vos transitaires vous font-ils signer un mandat de représentation avant de dédouaner? Et vous avez une réponse à sélectionner parmi les 4 possibilités. Donc, à vos souris. Alors, chacun d'entre vous donc vote. Donc, nous avons pour la réponse de ce sondage, donc 49, alors je laisse encore un tout petit peu de temps. Donc, 49% des personnes, 47% qui nous indiquent systématiquement, 37% parfois, 10% non et 7% je ne sais pas. D'accord. Alors, le résultat est quand même plutôt positif puisque effectivement, vos transitaires ont l'obligation de vous faire signer un mandat de représentation pour pouvoir dédouaner pour vous. Donc, la réponse systématiquement était effectivement était la bonne réponse. Si vous avez coché parfois, ça veut dire que vous n'avez pas toujours l'information. Par contre, il faut vous méfier parce que peut-être que votre représentant en douane enregistré vous a fait signer un mandat
qui est à long terme. Donc, ça ne veut pas dire forcément que les choses ne sont pas faites correctement. Tout ça pour vous expliquer un petit peu le contexte réglementaire, puisqu'on va passer un petit peu de temps sur le contexte réglementaire avant de décortiquer vraiment la déclaration en douane au sens rubrique par rubrique. Donc, le représentant en douane enregistré, puisque c'est comme ça qu'on les appelle hein, depuis l'entrée en vigueur du nouveau code des douanes qui est entré en vigueur en 2016. Ce représentant en douane enregistré, donc qui a remplacé l'appellation commissionnaire agréé que vous connaissiez bien, a l'obligation effectivement de prouver qu'il est habilité à vous représenter lorsqu'il dédouane pour vous. Pourquoi? Parce que la déclaration en douane, c'est un acte juridique qui va engager la responsabilité de votre entreprise. Donc la douane, à tout moment, elle peut demander effectivement à votre RDE, qu'on appelle un peu plus communément un transitaire, hein, mais le vrai terme, c'est vraiment représentant en douane enregistré, qui a un agrément d'ailleurs auprès de la douane pour pouvoir faire pour pouvoir accomplir ces formalités. Il doit pouvoir prouver à tout moment que vous lui avez donné l'accord en fait pour qu'il puisse dédouaner pour vous. Donc ce mandat de représentation, il est bien obligatoire. Par contre, la douane n'impose pas de forme particulière. Donc, il n'y a pas de modèle. On peut en trouver les modèles types en cherchant. Beaucoup utilisent plus ou moins les mêmes expressions, mais il n'y a pas de formalisme particulier imposé par la douane. Le tout étant de prouver en fait que le RDE est bien habilité à vous représenter. Sachant que dans le cadre de cette représentation, il y a deux possibilités qui s'offrent à vous et à votre RDE. Soit il vous représente de façon directe, ça veut dire que dans ce cas-là, vous lui fournissez effectivement tous les documents nécessaires et les instructions nécessaires pour qu'il puisse dédouaner pour votre compte et en votre nom. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'il saisit les informations que vous lui avez données. Donc, il les traduit en fait dans la déclaration en douane. Ce qui signifie que la responsabilité des éléments déclarés incombe bien à votre entreprise. Donc là, l'entreprise exportatrice que je vais appeler ici la société Y. Deuxième possibilité, il peut vous représenter en ce qu'on appelle une représentation indirecte, auquel cas le RDE agit en son nom, mais pour le compte de votre société. Et la grosse différence entre ces deux modes de représentation, c'est que dans le cas de la représentation indirecte, le RDE et la société exportatrice sont solidairement responsables vis-à-vis de la douane. Donc, il engage plus sa responsabilité vis-à-vis de la douane. Comment est-ce qu'on peut vérifier le mode de représentation si on n'a pas le mandat de représentation sous les yeux ou quoi que ce soit quand on a la déclaration qui nous revient? On a un petit code en fait qui s'affiche dans la case 14 qui est la case où apparaît le RDE. Donc, on aura l'occasion de visualiser cette case. On a un code, soit le code 2 ou l'abréviation RD, ça dépend, qui veut dire que c'est de la représentation directe, soit le code 3 qui indique que c'est une représentation indirecte. Alors, néanmoins, donc là, je vous ai mis un petit copier d'écran pour que vous visualisiez un petit peu comment ça se présente. Néanmoins, dans tous les cas, gardez bien en tête que l'entreprise qui exporte, c'est quand même l'entreprise qui est en première ligne face à la douane vis-à-vis des informations qui ont été déclarées sur cette déclaration. S'il y a un problème, effectivement, en représentation indirecte, on pourra peut-être mettre plus facilement en cause le transitaire, mais gardez bien en tête que la responsabilité, elle est bien sur l'épaule quand même de l'entreprise. Après, il ne faut pas oublier que le RDE, c'est un professionnel, que pour être RDE, il a dû suivre une procédure d'agrément. D'ailleurs, vous voyez qu'on a le numéro d'agrément qui s'affiche dans la case du déclarant. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui connaît son métier et qui a un rôle de conseil aussi vis-à-vis de l'entreprise exportatrice sur les éléments à déclarer. Voilà, donc exemple de mandat de représentation, je ne passe pas du temps là-dessus, vous l'aurez sur la présentation qui vous sera transmise après le webinaire. C'est un modèle que j'ai récupéré effectivement. Donc sur ce mandat de représentation, on précise effectivement si on confie à notre RDE le dédouanement de nos opérations en mode direct ou indirect. De toute façon, ça, c'est lui qui nous propose, qui nous fait une proposition. Après, à vous de voir si vous voulez négocier quelque chose d'autre et à lui d'accepter ou pas votre proposition.
Dans le cadre de ce mandat de représentation, vous pouvez aussi lui demander éventuellement d'établir pour vous les certificats de circulation EUR1, les ATR ou d'autres formalités liées aux procédures de dédouanement à l'exportation. Donc, on coche les cases qui nous concernent et puis, bien sûr, on met une durée de validité sur ce document. Comment est-ce qu'on dédouane? Alors, il y a plusieurs formes de déclaration en douane. Celle qu'on va passer au peigne fin aujourd'hui, c'est le DAU, donc le document administratif unique. Celui que vous connaissez bien, c'est ce document que vous récupérez systématiquement ou quasi systématiquement. Donc, un canevas qui n'est pas d'une ergonomie extraordinaire. Je vous le montre vite fait pour rappel. Donc, voilà à quoi ressemble le modèle du DAU. Ce document vous permet de dédouaner différents types de flux. Alors, des flux d'exportation, mais aussi des flux d'importation ou des flux de transit. Ça veut dire qu'on a un seul et même canevas, le DAU, sur lequel on va renseigner plusieurs informations et en fonction du type de flux concerné, on aura plus ou moins de cases à remplir. Alors, à l'exportation, vous avez le code le plus courant dont on entend parler. D'ailleurs, souvent on dit j'ai rédigé l'EX. Donc, vous avez le code EX qui peut s'afficher effectivement sur un flux export. Et puis, vous avez également une subtilité puisque certains pays, notamment les pays de l'AELE, donc Suisse, Norvège, Islande, Liechtenstein, plus d'autres pays comme la Turquie, la Serbie, la Macédoine, qui eux ont des accords particuliers avec l'Union européenne et pour lesquels on les identifie en utilisant le sigle EU. Vous allez également voir apparaître parfois le sigle CO, qui est très spécifique puisqu'il ne concerne que les départements et régions d'outre-mer. Donc, voilà comment se présente en fait ce fameux DAU. Donc, nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est bien le volet export. Alors, entre parenthèses, il existe aussi d'autres documents qui permettent d'accomplir des formalités d'exportation. Vous avez peut-être déjà entendu parler d'une simplification, notamment si vous expédiez des marchandises, vous exportez des marchandises d'une valeur inférieure à 1 000 € ou 1 000 kilos, vous avez toujours une tolérance qui existe, qui fait qu'on peut dédouaner directement sur la facture commerciale. Dans ce cas-là, on émet plusieurs exemplaires de la facture commerciale qui sont présentés au bureau de douane, qui sont visés. Une vous revient, une reste auprès du bureau de douane pour prouver l'accomplissement de la formalité. Alors, c'est une formalité qui existe toujours, mais elle est rarement utilisée. Elle est utilisée surtout par les entreprises qui vont elles-mêmes déplacer leurs marchandises. À partir du moment où vous faites appel à un professionnel du transport, généralement, eux, ils vont suivre la téléprocédure classique. Autre simplification et autre mode de dédouanement, si vous envoyez vos colis par le biais de la poste, dans le cadre des envois postaux, vous avez des formulaires simplifiés qu'on appelle CN22, CN23, qui sont utilisés notamment pour les envois inférieurs à 1 000 €. Donc, toujours ce seuil de simplification. Si vous utilisez toujours la poste, mais pour des envois qui excèdent 1 000 €, enfin de 1 000 € et plus, dans ce cas-là, la Poste sera obligée aussi de saisir le DAU. Vous avez aussi sûrement remarqué que lorsque vous choisissez de travailler avec des sociétés express, ce qu'on appelle les intégrateurs, qui viennent chercher les colis chez vous et qui les amènent vraiment à livraison de bout en bout, ils peuvent vous procurer également des documents un petit peu différents, notamment des justificatifs d'exportation simplifiés. Alors, sachez que ça tend à s'harmoniser tout ça, puisque depuis, ça fait déjà plus d'1 an maintenant, les expressistes passent sur une téléprocédure qui s'apparente à la téléprocédure classique qui, elle, s'appelle Delta G. Donc, eux, ils utilisent une téléprocédure qui s'appelle Delta X et qui va permettre, en fait, d'émettre des documents du même type donc sur le DAU. Donc, normalement, petit à petit, vous devriez avoir plus ou moins les mêmes documents lorsque vous passez avec les sociétés, les intégrateurs de transport. Rapidement, pour que vous puissiez visualiser, vous l'aurez donc dans la présentation, une déclaration CN22, une déclaration CN23. On est bien d'accord que ces déclarations sont remplies par l'exportateur lui-même,
qui va confier à la Poste l'envoi de ces documents. Donc, toutes les informations qui sont saisies sur ces documents, l'un ou l'autre, puisqu'en fait, en fonction de la valeur, vous pouvez utiliser l'un ou l'autre, dépendent donc de l'exportateur. Donc là, ce n'est pas la Poste qui va saisir pour vous ces bordereaux, c'est bien à vous de le faire et de le faire donc correctement. Les bordereaux qui sont quand même simplifiés, hein, puisqu'on va vous demander effectivement un certain nombre d'informations, mais qui n'ont rien à voir avec un DAU dans le détail. Voilà, pour exemple, un justificatif administratif d'exportation. Donc, je vous ai pris l'exemple de la société UPS pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça ressemble. Mais sur les autres opérateurs qu'on peut avoir dans l'Express, vous allez retrouver à peu près les mêmes informations. La configuration peut changer un peu, mais les informations sont toujours les mêmes. Donc, on voit quelle est la société de Express, hein, qui est concernée. On voit quel est son numéro d'agrément dans le cadre de cette procédure Express. On voit évidemment les coordonnées du compte client qui est utilisé par la société. On voit qui est l'expéditeur, qui est le destinataire. On voit quelle est la valeur déclarée. On voit quel est le code douanier déclaré. Et puis, vous voyez aussi qu'il y a une référence à une simplification administrative dans le cadre d'un bulletin officiel des impôts qui prévoit effectivement que ce document-là est bien un justificatif recevable pour justifier une exportation hors TVA. Donc, si vous avez ce formulaire simplifié, que vous n'avez pas un DAU complet pour vos exportations via un transport express, c'est toujours valable pour l'instant. Comme je vous le disais, par contre, vu qu'ils vont passer progressivement sur le Delta X, ils devraient de plus en plus vous transmettre le même type de document que les autres transitaires. Donc, la seule exception resterait donc la Poste. Dernier point sur le contexte réglementaire avant vraiment de passer dans le détail sur les différentes rubriques de cette déclaration que vous devez analyser, la définition de l'exportateur. Alors, j'attire votre attention sur le fait qu'on a deux volets dans cette définition d'exportateur. Il y a un volet douanier, il y a un volet fiscal. Au niveau douanier, donc le Code des douanes de l'Union européenne nous donne une définition de l'exportateur. Le petit point A ne vous concerne pas en tant qu'entreprise, il concerne les particuliers. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le point B dans la définition que je vous présente à l'écran. Donc, on nous dit bien que l'exportateur, c'est une personne, donc comprenez personne au sens moral du terme, qui est établie sur le territoire douanier de l'Union européenne et qui est habilité à décider et qui a décidé de l'expédition des marchandises hors du dit territoire douanier, donc de l'Union européenne. Si jamais ce point A, c'est-à-dire l'exportateur, ne correspond pas exactement à cette définition, ne répond pas à tous les critères de cette définition, alors c'est le deuxième point qui va s'appliquer. Mais dans tous les cas, il faudra que l'exportateur soit une personne établie sur le territoire de l'Union douanière. Cette personne-là, elle doit être partie au contrat pour pouvoir être déclarée donc exportatrice. Alors, si on prend l'exemple d'une société tierce qui aurait besoin d'être portée exportatrice au départ d'un État membre de l'Union européenne, ça veut dire que cette société tierce ne peut pas l'être si elle n'est pas réellement établie en Union européenne. C'est-à-dire que le simple numéro EORI ne suffit pas. Alors, vu que c'est un petit peu nouveau, hein, cette notion-là, avec le nouveau code des douanes de l'UE, il y a une tolérance qui a été accordée, c'est-à-dire une période transitoire. Et pendant cette période transitoire, on peut encore avoir des sociétés tierces déclarées comme exportatrices à partir du moment où elles font appel à un RDE, mais qui les représente de façon indirecte, c'est-à-dire qui s'engagent aussi solidairement avec cette entreprise sur les informations déclarées. Donc ça, c'est une période transitoire. Cette période transitoire, elle devait normalement prendre fin au 1er mai 2020. Compte tenu du Covid-19, le report a été fait pour que cette mesure n'entre en vigueur qu'au 1er octobre 2020. Par contre, si vous êtes une société donc française ou européenne, hein, mais là je vais partir du fait que
La plupart des inscrits aujourd'hui font partie d'entreprises qui sont établies ici en France. Donc, vous êtes établi en France, donc vous êtes de fait établi en Union européenne. À partir de ce moment-là, vous avez tous les critères. Vous avez un contrat avec une entreprise pour lesquels vous devez exporter de la marchandise. Donc, vous répondez bien à la définition de l'exportateur. Au niveau fiscal, on a une définition également de l'exportateur. Donc, attention parce que ça veut dire qu'on peut être reconnu comme exportateur au niveau douanier, mais il ne faut jamais oublier qu'il faut faire le parallèle avec le niveau fiscal. Donc, pour être désigné exportateur d'un point de vue fiscal, c'est celui qui fait la livraison de biens exonérés, en fait, parce qu'il l'expédie en dehors du territoire douanier de l'Union européenne. Donc, la TVA française n'est pas due, notamment si je me positionne comme un exportateur au départ de France. Dans ce cas-là, il faut absolument avoir une identification à la TVA en France. Donc ça, c'est un point important. Si toutefois l'exportateur désigné au sens douanier du terme n'était pas le même que l'exportateur désigné au sens fiscal du terme, dans ce cas-là, on est obligé de mentionner une codification particulière dans la case 44 du DF. On reviendra sur cette case. Donc voilà pour le contexte, c'était pour resituer un petit peu les choses, le fait que le prestataire avec lequel vous allez travailler doit obligatoirement être habilité pour vous représenter. Pour resituer le fait que la déclaration en douane à l'export peut prendre différentes formes, on a vu les différentes formes possibles, et puis le fait qu'on a une définition très précise de l'exportateur, mais qu'il faut toujours bien faire attention à cette définition au sens fiscal ou au sens douanier du terme. On en arrive maintenant à la partie décrypter la déclaration en douane. Donc, si on regarde une déclaration en douane, grosso modo, on pourrait la couper en deux. La partie haute de la déclaration, c'est ce qu'on appelle le segment général. Dans ce segment général, on va donner des informations qui sont communes à tous les produits qui sont exportés, qui font l'objet de cette exportation. C'est-à-dire, on va identifier les parties prenantes. Donc là, vous voyez qu'on a notamment, alors je vous présente une nouvelle société exportatrice, c'est Grex Import-Export, basée à Grenoble, qui dispose d'un numéro EORI, puisque ça c'est obligatoire pour pouvoir être déclaré sur une déclaration en douane. Donc il faut être identifié au préalable par la douane, même si ça n'a rien d'extraordinaire, un numéro EORI, c'est le FR plus le SIRET, il faut qu'il soit activé pour pouvoir être utilisé dans une déclaration en douane. Donc ça, généralement, il n'y a pas vraiment d'erreur sur qui est porté dans cette case exportateur, mais ça fait partie des éléments effectivement qu'on doit valider. Est-ce que les identités sont bien les bonnes? Deuxième chose, vous avez le destinataire qui apparaît juste en dessous en case 8. Alors là, une précision très importante, cette case destinataire à l'exportation n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que si un jour vous récupérez votre déclaration et que vous voyez que cette case est vide, ce n'est pas la peine d'embêter votre RDE à ce sujet-là. Par contre, ce qui est absolument indispensable, c'est qu'en case 17, ici, vous ayez bien le code pays sur lequel vous exportez. D'accord? Si la douane avait besoin de savoir exactement avec qui vous travaillez dans ce pays, donc là en l'occurrence le Chili, ben c'est qu'il y aurait peut-être une autre réglementation concernant votre produit, type réglementation des biens à double usage ou autre. Et dans ce cas-là, elle aurait un autre document qui lui donnerait toutes les informations dont elle a besoin, notamment en matière de licence d'exportation. Mais là, donc, pas de panique si cette case 8 est vide. Généralement, elle ne l'est pas, parce que le déclarant, s'il a l'information, automatiquement, il va la remplir. Par contre, si vous avez parfois des opérations triangulaires à gérer, le fait que cette case 8 soit facultative, ça peut vous permettre aussi d'identifier une partie intermédiaire dans la boucle. Donc, ça peut être intéressant de savoir que ce n'est pas une mention obligatoire et que du coup, on peut l'utiliser un petit peu pour faire référence à un intermédiaire éventuel. Vous allez donc retrouver le déclarant. Là, pour le coup, moi, Marilyn Favre, je suis RDE pour le compte de Grex Import-Export et je représente cette société.
grâce par le biais de la représentation directe, c'est-à-dire que c'est Grex qui m'a donné tous les éléments que je devais transcrire sur ma déclaration en douane. Donc, par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, le petit code, il apparaît bien ici. Quelles sont les autres informations importantes sur ce premier volet du DAU? On retrouve au centre, dans la case 1, le type d'exportation. EX, ça veut dire effectivement que c'est un flux export vers le Chili. Comme je vous l'ai dit, si c'était la Suisse, j'aurais eu un EU. La petite lettre qui s'affiche à côté, elle précise simplement si la déclaration a été faite en une seule fois ou en procédure de dédouanement en 2 temps, etc. Mais ça, vous n'avez pas besoin de le contrôler. C'est juste pour information que je vous le spécifie. On voit apparaître également le numéro du bureau de douane d'exportation. Alors ça, pareil, ce n'est pas à vous de le contrôler, il va se mettre automatiquement, c'est-à-dire que votre RDE, il est habilité à dédouaner auprès de certains bureaux avec une localisation donnée de marchandises. Là, en l'occurrence, j'ai pris évidemment l'exemple du bureau de Saint-Égrève, c'est-à-dire que j'ai dédouané pour le compte de Grex auprès du bureau de douane de Saint-Égrève. Donc, c'est ce bureau-là qui, après avoir vu passer la déclaration dans le système Delta, a décidé de donner le feu vert pour le dédouanement. Donc, on appelle ça le BAE, bon à enlever, ça veut dire la douane autorise le dédouanement. Autre mention importante que vous voyez apparaître également, c'est la mention ECS sortie. Alors, cette mention, elle est très, très importante parce que ça veut dire que non seulement le bureau de douane de Grenoble a validé le fait que j'ai le droit d'exporter, ils n'ont pas déclenché de contrôle ou quoi que ce soit, ou s'ils en ont déclenché un, ils ont ensuite décidé que c'était OK pour l'exportation. Par contre, la mention ACS sortie, elle veut dire, en plus de ça, on a bien vu sortir la marchandise de l'Union européenne. Donc, c'est le dernier bureau, dernier point de sortie de l'Union européenne qui va devoir valider cette sortie effective. Et c'est cette mention-là que vous devez absolument repérer sur votre déclaration en douane pour pouvoir être sûr qu'en cas de contrôle fiscal, on ne vous reproche pas d'avoir facturé hors TVA sans avoir de justificatif valable. Donc ça, c'est très important. Alors, sur le modèle que je vous ai fait, cette mention, elle apparaît tout au sommet de la déclaration. Sachez qu'on peut aussi la retrouver carrément à l'opposé, c'est-à-dire tout en bas de la déclaration dans la case 54. Mais il faut vraiment repérer cette déclaration, donc c'est très important. Dans cette partie segment général, donc si on descend légèrement, donc là on est quasiment à la moitié de la déclaration, vous allez retrouver des informations propres à votre transaction commerciale. Donc là, pareil, à vérifier obligatoirement la case 22. La case 22, c'est le montant total facturé qui doit être équivalent au montant total de votre facture commerciale, puisque la facture commerciale, elle est obligatoire pour pouvoir dédouaner à l'exportation. Donc, vous devez retrouver cette mention ici. On retrouve aussi, bien sûr, l'incoterm. L'incoterm, quel est l'incoterm de vente que vous aviez utilisé? Dans ce cas-là, on voit qu'on avait vendu, Grex a vendu DAP à Santiago. Voilà, puisqu'on retrouve la ville juste à côté. Donc, faire attention que ces éléments soient bien concordants avec la facture commerciale qui concerne l'exportation. De l'autre côté, à l'opposé, vous avez des informations sur le transport. Voilà, vous savez qu'avec des codifications un peu particulières, mais je vous ai mis la traduction ici, on voit ici qu'effectivement, entre Grenoble et l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry, c'est un camion qui a emmené les marchandises. Et puis, sans surprise, à Lyon-Saint-Exupéry, les marchandises ont quitté le territoire de l'Union européenne par le biais d'un avion codifié 4. Donc, la case 29, elle est importante, effectivement, parce qu'à partir du moment où elle est différente, le code bureau est différent de celui qui a enregistré, qui a vu passer la déclaration au départ, ce qu'on appelle donc le bureau de dédouanement, le code qu'on a vu tout au sommet de notre déclaration, ça veut dire qu'il y a eu effectivement nécessité de suivre le flux entre le bureau qui a constaté l'exportation et qui a donné le feu vert et celui qui voit réellement sortir la marchandise.
Donc, si vous êtes curieux et qu'un jour vous avez besoin de retracer un petit peu le flux, parce que là, moi, c'était un modèle de… Pour faire cette déclaration, j'ai utilisé une plateforme de formation. Donc, on voit le code Lyon-Saint-Exupéry bureau dessous. Ce n'est pas forcément le cas. Souvent, vous n'avez que le numéro du bureau. Donc, si vous voulez retrouver à quoi correspond ce numéro, quel est le bureau concerné, vous verrez que sur le site des douanes, donc douane.gouv.fr, vous recherchez annuaire des services douaniers, vous avez un petit module qui s'affiche, celui que je vous ai mis ici, vous rentrez le code du bureau que vous voyez sur votre déclaration, vous lancez la recherche et vous allez savoir exactement de quel bureau il s'agit. Voilà pour information. Donc ça, c'est important parce que ça veut dire que si mon bureau de sortie n'est pas le même que celui qui a enregistré et validé donc, la déclaration, il va y avoir un document d'accompagnement qui va être émis, qu'on appelle un document d'accompagnement export. Ce document, il est revêtu d'un code barre. Ce code barre, en fait, c'est celui-ci qui va nous permettre, en fait, de vérifier que la marchandise a bien quitté le territoire de l'Union européenne. Donc, concrètement, on dédouane, le bureau d'exportation nous donne le feu vert pour dédouaner. S'il est différent du bureau de sortie, dans ce cas-là, automatiquement le système, la téléprocédure Delta, va émettre un document d'accompagnement à l'export qu'on appelle EAD, en acronyme anglais. Ce document va être remis au chauffeur qui va devoir, du coup, au moment où il présente la marchandise, là dans notre exemple à Lyon-Saint-Exupéry, va devoir faire le nécessaire pour que le bureau de sortie puisse constater la sortie effective. Donc, on va faire flasher ce code barre où on va saisir les numéros dans le système ECS qui va du coup nous informer via la téléprocédure Delta par le biais de la mention ECS sortie. Voilà, donc soyez prudents sur ces sujets-là puisque on sait qu'il y a énormément de contrôles à l'exportation sur le volet fiscal. Voilà, parce que si vous n'arrivez pas à récupérer les justificatifs d'exportation, vous risquez un redressement à la TVA. Donc, soyez prudents à ce niveau-là. On voit vraiment beaucoup de contrôles. Donc, il faut être vigilant, il faut suivre les déclarations. Alors, petite astuce, je vous donne 2 téléprocédures possibles. Premièrement, vous avez récupéré votre document, mais vous vous rendez compte que finalement, la mention sortie, vous ne la voyez ni en haut ni en bas de la déclaration. Vous voyez BAE ou en cours ou non finalisé. Donc ça veut dire que votre sortie n'a pas été constatée. Peut-être que les marchandises sont réellement sorties, peut-être même que vous avez eu la notification de votre client qui est très satisfait des marchandises qu'il a reçues, mais néanmoins, dans le système douanier, on n'a pas la preuve que c'est réellement sorti. Dans ce cas-là, plusieurs possibilités d'essayer de trouver l'information, au-delà du fait de demander à votre RDE de l'aide sur ce sujet. Si vous avez le numéro de déclaration qui apparaît tout au sommet de votre déclaration, vous pouvez aller sur le site des douanes. Vous pouvez accéder à une application qui s'appelle OBET. Dans ce cas-là, donc, vous allez sur douane.gouv.fr. Vous vous identifiez parce que vous êtes obligé de vous identifier et demander un numéro d'accès, mais c'est gratuit. Une fois que vous avez cette identification, vous cherchez l'application OBET, vous saisissez votre numéro de déclaration et vous lancez la recherche et ça va vous mettre effectivement quel est le statut de la déclaration. Donc là, sur la recherche fictive que je vous mets à l'écran, on a la mention sortie. Ça veut dire finalement, mon RDE m'a envoyé trop vite ma déclaration, il n'y avait pas encore cette mention, mais depuis, la sortie a bien été constatée. Alors, soit votre RDE est en mesure, du coup, de vous rééditer le document avec la bonne mention, soit vous avez du mal à contacter ce RDE parce que peut-être que finalement, vous avez fait l'erreur de vendre Xworks, c'était le RDE de votre client, vous n'avez plus de contact avec lui. Dans ce cas-là, faites une copie d'écran de ce formulaire, accrochez-le à votre déclaration que vous avez déjà pour pouvoir vous défendre, pour pouvoir argumenter en cas de contrôle fiscal. Je ne vous dis pas qu'il s'agit d'une preuve alternative recevable, je vous dis simplement que ça vous permet d'être plus serein pour pouvoir discuter avec le contrôleur qui viendrait éventuellement vous chercher un petit peu des poux sur ce sujet-là. Autre application intéressante à connaître, si le bureau de sortie n'est pas en France, mais il est dans un autre État membre,
Dans ce cas-là, vous pouvez, avec le numéro de l'EAD, c'est-à-dire du document d'accompagnement export, donc il faut avoir ce fameux code barre avec le numéro dessous, le saisir sur ce site, c'est le site de la Commission européenne, que vous connaissez sûrement puisqu'il permet aussi d'aller valider entre autres les numéros de TVA de vos clients, etc. en intracom. Donc là, vous saisissez le numéro, vous lancez la recherche et pareil, on va vous mettre quel est le statut de cette déclaration. Donc voici quelques astuces en fait pour arriver à récupérer éventuellement l'information. J'enchaîne sur la dernière partie qui nous concerne, c'est-à-dire du milieu jusqu'au bas de la déclaration, on va parler du segment article, c'est-à-dire des informations propres à la codification douanière de vos marchandises. Donc, précision, quand on parle de code douanier, enfin, quand on parle d'article sur une déclaration, ça veut dire un regroupement de tous vos produits à vous, de toutes vos désignations commerciales qui sont codifiés sous le même code douanier à 10 chiffres dans la déclaration. Donc, faites attention sur les appellations. Ça veut dire que vous pouvez avoir plusieurs désignations commerciales. Si elles sont toutes classées, comme je le mets ici, en 3304200000, dans ce cas-là, il y aura un seul feuillet article renseigné. Si sur une même commande, vous avez plusieurs codes douaniers différents, il y aura autant de feuillets articles qu'il y a de codes douaniers différents. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve sur cette partie-là? Eh bien, au centre, vous avez la case 31, donc il faut bien vérifier que ça correspond au produit que vous avez exporté. Donc, on doit retrouver normalement l'identification de votre marchandise en toute cohérence avec votre facture commerciale et avec le code marchandise qui a été déclaré à côté. Vous avez aussi, alors le régime, normalement, vous n'avez pas trop à vous en préoccuper. Je vous signale simplement que si vous aviez demandé à votre RDE de faire une exportation temporaire, vous auriez un code particulier qui s'affiche. Si vous exportez temporairement une marchandise qui est susceptible de revenu, enfin qui est destinée normalement à revenir sur le territoire douanier, vous auriez un code 2300. Si c'est une exportation classique que vous faites pour une vente, c'est le code 1000. Donc, la plupart du temps, c'est du 1000. Donc, si vous aviez demandé quelque chose de particulier, il faut jeter un œil sur cette case 37 pour vérifier que le déclarant a effectivement bien renseigné un régime particulier qui correspond à ce que vous vouliez faire de cette marchandise. Voilà pour information. Le regroupement d'articles, j'y reviens juste après. Je laisse Claire vous proposer un nouveau sondage. Alors, merci beaucoup Marilyn donc, pour cette présentation, première partie qui était très claire. On va poser donc la deuxième question parce que l'heure avance vite. Vis-à-vis de la douane, qui porte la responsabilité du code douanier déclaré dans la case 33 du DAU, c'est-à-dire de la déclaration à l'exportation? Est-ce l'exportateur, le représentant en douane ou je ne sais pas? Je laisse encore un petit peu de temps. Alors, je vais donner la réponse parce que je vois que ça ne bouge plus trop. Donc, nous avons 89% des participants qui nous indiquent qu'il s'agit de l'exportateur, 6% qui indiquent qu'il s'agit du représentant en douane et 5% qui ne savent pas. Qu'en est-il, Marilyn? Alors, c'est effectivement l'exportateur qui a la pleine responsabilité du code douanier déclaré. Évidemment, il peut faire appel au conseil de son représentant en douane pour éventuellement interpréter avec lui la nomenclature, mais la responsabilité vis-à-vis de la douane, sans aucune surprise, c'est bien l'exportateur qui la porte. Alors, pourquoi? Parce que trouver le code douanier qui s'applique à une marchandise, ça nécessite deux choses. Ça nécessite de comprendre effectivement la méthodologie de classement d'un code dans la nomenclature douanière. Donc là, je vous ai affiché juste pour mémo, pour rappel, quelle est la structure d'un code douanier, avec une partie harmonisée sur les 6 premiers chiffres et une partie propre
à l'Union européenne sur la base à partir du 7e chiffre jusqu'au 10e chiffre. Alors, il y a beaucoup de choses à savoir avant de classer un produit. Il faut avoir donc cette méthodologie de classement avec des règles générales à appliquer dans l'ordre, etc. Et puis, il faut surtout avoir une connaissance très fine du produit, notamment s'il s'agit d'un produit très technique. Donc, c'est les deux. En couplant les deux, on arrive effectivement à classer un produit. Donc, l'exportateur est vraiment en première ligne pour pouvoir déclarer correctement son code douanier. Si on a du mal à classer, on peut demander l'aide de la douane également, puisqu'il y a une procédure qui s'appelle le RTC qui permet de faire classer une marchandise. Donc, si le code qui a été utilisé dans le cadre d'une déclaration en douane d'exportation correspond à un produit pour lequel vous avez fait appel à la douane et vous avez demandé et obtenu un RTC, attention, ce RTC va devoir figurer sur votre déclaration en douane en case 44. Donc ça, c'est important parce qu'il faut faire le lien. Et ça, le RDE ne peut pas forcément le deviner, hein, sauf s'il vous a aidé vraiment à monter le RTC. Mais si vous l'avez fait vous en toute autonomie, il faut lui dire en fait qu'il y a eu un RTC pour ce produit-là et il faut qu'il puisse avoir l'information au moment où il dédouane. Donc, soyez prudents là-dessus. Sachez que toute la codification douanière est disponible directement en ligne sur le site des douanes. On a un système de recherche par mots-clés, on a un système de navigation dans les chapitres directement, mais comme je vous le disais, au préalable, avant d'aller effectivement naviguer dans cette arborescence, il faut vraiment comprendre la logique de classement. Donc, vous pouvez vous rapprocher à nouveau de Grex pour avoir de plus amples informations, parce que je pense qu'il y a des fiches techniques notamment sur ce sujet et des formations qui sont proposées pour vous aider à classer vos produits. Une fois qu'on a vérifié que le code est correct, effectivement, il nous reste très peu de choses à vérifier sur notre déclaration en douane. Vous avez une case 42 qui s'appelle la valeur de l'article. Alors, la valeur de l'article, c'est, puisque je viens de vous dire qu'on devait déclarer par article, c'est-à-dire tous les produits qui sont dédouanés sous le même code, s'appelle du coup un article. Dans ce cas-là, il faut totaliser la valeur de ces produits-là et de ces produits seulement pour les faire apparaître dans la case 42. Donc, si votre facture a un seul code douanier, ça veut dire qu'il y a un seul article déclaré, on va avoir donc une cohérence entre la case 22 qu'on a vue tout à l'heure dans le premier segment, montant total facturé, et la case 42. Par contre, si vous avez plusieurs codes douaniers de déclarer, là, il va y avoir une différence. Il va falloir du coup totaliser toutes les cases 42 pour arriver à la somme de la case 22. La valeur statistique, souvent, on se rend compte que les personnes qui contrôlent les déclarations ne s'y retrouvent pas bien parce qu'il y a des valeurs différentes qui sont déclarées. En case 46, c'est tout à fait normal que la valeur statistique soit différente de la case 42, puisqu'en fait, là, la règle, c'est la douane qui nous l'impose. Elle nous dit la valeur statistique à l'exportation, c'est la valeur de votre produit transporté et assuré jusqu'au point de sortie de France. Donc là, dans mon exemple d'exportation à partir de Grenoble, avec un point de départ donc à Lyon-Saint-Exupéry, ça veut dire que ma valeur statistique, c'est la valeur du produit transporté et assuré jusqu'à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. Or, moi, j'ai dit que j'avais vendu DAP Santiago. Ça veut dire qu'il va falloir que je retranche le fret aérien qui n'a rien à faire, en fait, dans cette case valeur statistique. Voilà. Et enfin, la dernière case qui est très importante à l'export, c'est la case 44. Alors, dans cette case 44, vous devez vérifier, en fait, que vous avez bien les références à vos factures, à votre liste de colisage, à l'ATR, à l'EUR1, tous les documents qui ont été présentés au moment de la formalité d'exportation. Une licence d'exportation, le cas échéant. Donc, ce sont des documents qui sont repris avec des codifications un petit peu compliquées. Je vais vous donner une astuce pour décrypter tout ça parce que là, j'ai été sympa avec vous. J'ai écrit une liste de colisage, déclaration d'origine sur facture. Mais normalement, ça ne figure pas. Il n'y a que le numéro du document qui figure avec le code un petit peu barbare que vous voyez apparaître ici. C'est dans cette case aussi qu'on voit apparaître le RTC, je vous en ai parlé tout à l'heure. Pareil, si vous aviez demandé une validation de l'origine de votre produit, il y aurait aussi la référence au RCO.
Si vous avez une réglementation particulière qui s'affiche, c'est là qu'elle va s'afficher. Par exemple, on voit souvent ce qu'on appelle des codes additionnels. CACO, CANA, c'est des réglementations spécifiques applicables à vos produits. Donc, celui qu'on voit souvent, c'est le R499. Qu'est-ce qu'il veut dire, ce code? Il veut dire le code douanier qui a été déclaré en CAS 33 fait partie des codes qui sont susceptibles, qui désignent des produits, pardon, qui sont susceptibles d'être soumis à la réglementation des biens à double usage. Si c'est le cas, votre produit peut avoir besoin d'une licence d'exportation. Le fait d'avoir écrit R499, ça veut dire, OK, je sais que cette réglementation est susceptible de s'appliquer, mais j'ai vérifié dans tous les textes en vigueur que mon produit à moi, même classé dans ce code-là, n'est pas concerné par cette réglementation. Donc, le fait d'utiliser le R499, ça veut dire le déclarant a libéré l'exportation. Il a eu l'alerte comme quoi il y avait cette réglementation qui s'appliquait. Comme il n'a pas eu d'information de votre part ou alors vous lui avez dit que vous n'étiez absolument pas concerné par cette réglementation, dans ce cas-là, il libère et il peut dédouaner. Sinon, il est bloqué. Et par défaut, on a du coup un autre code qui apparaît dans ce qu'on appelle une disposition tarifaire particulière qui nous dit « Ok, ce produit ne figure pas dans la liste des biens à double usage ». Si mon produit était soumis, j'aurais un autre code qui s'appellerait différemment ici, en référence à la réglementation, et j'aurais là un code qui correspondrait à une licence d'exportation. Donc, ça veut dire qu'en voyant un R499 sur vos déclarations, il faut être vigilant, il faut vérifier en interne que quelqu'un s'est bien assuré que votre produit n'était pas soumis à une réglementation particulière, bien un double usage. Voilà, ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, pour traduire les codes de vos cases 44, vous allez sur le site des douanes, vous cherchez l'encyclopédie tarifaire RITA, celle où vous allez lorsque vous cherchez des codes douaniers, sauf qu'au lieu de cliquer sur nomenclature, vous cliquez sur expert. Vous avez une première ligne qui s'affiche, données de référence, vous saisissez le code barbare que vous voyez apparaître dans vos cases 44 et ça vous permet de comprendre de quoi il s'agit. Donc voilà, petite astuce pour vous y retrouver un petit peu plus facilement. Voilà, je vous ai mis des exemples de codification de documents, donc vous pouvez voir si ça correspond à ce que vous voyez parfois sur vos propres déclarations. Et on arrive au bout de notre DAU. Là, je n'ai pas grand-chose à vous dire, puisqu'en fait, il n'y a pas de taxation à l'exportation, sauf des cas très exceptionnels. Donc, généralement, cette rubrique-là, elle est vide. Et par contre, tout en bas, on retrouve effectivement qui est le déclarant, avec normalement sa signature, ou au minimum son nom, puisque maintenant, on est sur des procédures dématérialisées. Et je vous rappelle, dans l'exemple que je vous donne ici, que l'état de la déclaration doit bien être en ECS sorti pour valoir justificatif fiscal. Hein. Puisque là, j'ai un BAE, ça veut dire bon à enlever. Il n'y a pas de… Sur le bon à enlever, ça veut dire que ça ne vaut pas justificatif fiscal. Dernier sondage avant de clôturer. Alors, je suis oui. désolée, j'ai débordé On va faire un peu. un dernier sondage rapidement parce qu'il est déjà 14h20. Donc, la dernière question, dans quel délai maximum une déclaration en douane peut-elle être rectifiée? Est-ce 6 mois, 1 an ou 3 ans? Et donc, on demande aux internautes de voter très vite. Merci. Alors, j'attends encore un tout petit peu. Alors, donc, nous avons, parmi les votants, donc nous avons 36% des personnes qui déclarent que nous avons 6 mois, 47% 1 an, 17% 3 ans. Qu'en est-il, Marilyn, rapidement? Et puis, pour terminer, donc, cette présentation. Alors, c'est 3 ans. La réponse est 3 ans. Vous l'avez ici dans l'article 173 du Code des douanes. On a 3 ans, effectivement, pour rectifier une déclaration. Par contre, je voulais vous signaler que au niveau des demandes de rectification, effectivement, c'est une procédure qui doit normalement rester un peu exceptionnelle. C'est-à-dire que logiquement, à partir du moment où la douane a donné ce qu'elle appelle un bon à enlever, c'est-à-dire elle a validé la déclaration, elle vous a donné le feu vert pour exporter, normalement, on ne devrait plus rectifier une déclaration. C'est ce que vous voyez écrit ici. Hein. Ça veut dire que il faut
être très vigilant sur les informations transmises au RDE pour qu'il ait toutes les informations pour dédouaner correctement, je dirais, du premier coup. Par contre, on sait très bien que dans la réalité, il arrive parfois qu'on ait besoin de rectifier des déclarations. Il y a quand même, comme vous le voyez, hein, une possibilité d'être autorisé après la main levée. Main levée, ça veut dire la même chose que le BAE, des marchandises. Donc, ça veut dire qu'on peut aussi le demander au cas par cas. Et dans ce cas-là, on a effectivement 3 ans pour le faire. Mais cette demande, elle est soumise à approbation de la douane. Donc, ça veut dire que ce n'est pas un droit automatique. Vous pouvez rectifier. C'est je demande à la douane une rectification de ma déclaration. Certaines demandes de rectification peuvent être faites directement via la téléprocédure Delta. D'autres doivent être faites encore en version papier. Donc, le mot d'ordre, c'est de faire le point avec le RDE sur l'erreur que vous avez constatée. Il y a des cases qui sont plus importantes que d'autres. Hein. On a le code des marchandises, notamment, qui est très important. Donc, il faut faire le point avec lui, la valeur déclarée aussi, puisqu'elle doit être concordante avec votre facture commerciale. Il faut faire le point avec lui et il faut aussi que lui fasse le point avec la douane pour voir effectivement ce qu'il en est. On a vu des cas où la douane disait non, c'est pas la peine. On a vu des cas où la douane rectifie sans souci. Donc, moi, chaque fois que j'ai eu besoin de demander à la douane ce qu'il fallait faire, on m'a toujours dit, on voit au cas par cas et on vous donnera la réponse précise sur une donnée précise. Donc, je ne peux que vous recommander effectivement de bien questionner la douane, sachant que si le bureau de sortie est différent du bureau de déclaration, toutes les rectifications qui sont demandées avant la sortie effective du territoire, mais ne sont pas transmises au bureau de sortie. Donc, la douane n'aime pas trop, en fait, ces rectifications. Donc, à voir. Donc, en conclusion, moi, excusez-moi, hein, j'ai débordé un petit peu. Ce que je vous conseille réellement, c'est plutôt d'avoir à rectifier, c'est vraiment d'essayer de mettre en place un système pour minimiser les risques d'erreur. Ça veut dire qu'il faut anticiper plutôt que corriger. Comment on fait? On donne des documents qui soient bien lisibles, compréhensibles aux représentants en douane enregistrés qui dédouanent pour vous. On fait le point avec eux sur les points sensibles. Est-ce qu'il y a une liste de RTC correspondant à nos marchandises? On leur donne des instructions très claires, très pertinentes avant le dédouanement pour qu'ils aient vraiment toutes les informations pour faire pour le mieux. Et vous faites des points réguliers avec eux sur ce qui n'a pas bien fonctionné. Gardez des traces écrites de tous les dysfonctionnements que vous auriez pu constater, des choses mal déclarées, etc. Afin que vous ayez, en cas de contrôle douanier, des preuves aussi pour montrer que vous avez bien fait le nécessaire pour bien contrôler vos prestataires. Donc, en gros, il faut devenir un interlocuteur averti pour bien guider et avoir une relation vraiment optimale avec votre transitaire. Et après, autre possibilité, si vous maîtrisez la réglementation de vos produits, si vous avez la capacité de faire de la veille et si vous pouvez vous passer des conseils d'un professionnel tel qu'un RDE, vous pouvez aussi envisager la solution d'internaliser le dédouanement.